Supposons que je veuille écrire un handler qui m'affiche un message à chaque fois qu'un élément ouvrant est rencontré dans mon document XML. Dans ce cas, il faut que je surcharge une autre méthode, public void start élément. Et cette méthode est intéressante parce qu'elle prend tout un tas d'arguments. Elle prend une URI, elle prend ce que l'on appelle un local name, elle prend ce que l'on appelle un QName, et elle prend un objet de type attributes de cette façon-là. Comment peut-on connaître cette méthode? Comment a-t-on accès à cette méthode? Eh bien, on a accès à cette méthode en lisant la documentation de Default Handler, tout simplement. On a une Javadoc qu'on peut lire dans l'IDE. On peut également aller regarder le code source de cette classe Default Handler, qui est assez simple. Et ça va nous donner la signature exacte de Start Element, qui jette également des exceptions que j'ai pas écrit ici. Il faut faire très attention parce que si jamais on se trompe dans cette signature, dans le meilleur des cas, on aura une erreur de compilation et donc le compilateur nous dira la méthode que vous avez écrite n'est pas une surcharge de la méthode startElement de Default Handler. Mais si jamais on oublie un paramètre, comme par exemple le paramètre attribute, ou si au lieu de mettre 3 chaînes de caractères, on n'en met que 2 ou qu'une seule, à ce moment-là, on va créer une méthode qui ne surcharge pas startElement de Default Handler, et comme elle ne constitue pas une surcharge de la méthode de Default Handler, elle ne sera pas appelée par l'analyseur SAX. Pour pouvoir faire que cette méthode est appelée par l'analyseur SAX, il faut qu'elle surcharge la méthode de Default Handler, donc qu'elle ait exactement la même signature. Il y a un truc dans Eclipse qui permet de savoir si une méthode en surcharge une autre. Si on regarde dans la marge de l'éditeur de texte d'Eclipse, on se rend compte qu'on a un petit triangle vert plein qui apparaît dans la marge. Si ce petit triangle vert plein n'apparaît pas dans la marge de l'éditeur de classe d'Eclipse, ça veut dire que la méthode que l'on a créée ne surcharge pas la méthode de Default Handler. Une deuxième façon de le voir, qui va marcher dans tous les IDE et qui est peut-être plus simple, c'est d'ajouter une annotation, l'annotation override, juste avant la déclaration de la méthode, @override avec 2 R et sans S. Cette annotation override est en fait une indication qui est passée au compilateur en disant « Mon intention, c'est que cette méthode surcharge une méthode de la classe de base, ou d'une des superclasses, en tout cas. » Si c'est pas le cas, dans ce cas, le compilateur va nous donner une erreur de compilation qui est juste là pour nous aider, pour nous dire « Bah en fait, il y a une erreur dans cette méthode parce que moi, compilateur, je ne vois pas ce qu'elle surcharge. De mon point de vue, elle ne surcharge rien. » Alors maintenant, intéressons-nous un peu aux différents arguments de ce start element. URI, local name, QName et attributes. À l'évidence, attributes, ça modélise les attributs de l'élément qu'on est en train de regarder, s'il y en a. S'il n'y a pas d'attribut, cet objet attributes, avec un S, sera vide. Quelles sont ces 3 chaînes de caractères? Eh bien, ces 3 chaînes de caractères sont ce qui caractérise le nom d'un élément. D'abord, on a le nom local de l'élément. Pour cet élément-là, ce sera user, nom et âge. Qu'est-ce que signifie la partie locale dans local name? La partie locale signifie que l'on regarde à l'intérieur de l'espace de nom. À l'intérieur de cet espace de nom, le nom de cet élément, c'est juste nom. Il n'y a pas d'espace de nom devant. Ce serait un peu comme le nom local d'un fichier dans un répertoire. Le nom local d'un fichier, c'est juste le nom de ce fichier, sans tout le chemin de répertoire qui permet d'accéder à ce fichier. Et puis on a l'URI. L'URI, c'est précisément l'espace de nom auquel ce local name est attaché, s'il existe, l'espace de nom, et si on a configuré notre analyseur pour prendre en compte les espaces de nom. Donc dans cette URI, je peux très bien ne rien avoir si jamais je n'ai pas configuré mon analyseur ou si mon document XML n'est pas attaché à un espace de nom. Cette URI, dans ce cas-là, ce sera http t3.paris13.fr. Et puis on a ce qu'on appelle le QName. Le QName, c'est ce qu'on appelle le Fully Qualified Name. Fully Qualified Name.
Je vais même le mettre en commentaire pour conserver la compilation. C'est-à-dire le nom complètement qualifié de cet élément. Cette fois-ci, ce sera le nom attaché à son espace de nom, donc ici le T3 de point nom, ou quelquefois le http t3.paris13.fr mis entre accolades avec le nom qui se trouve devant. Ce nom de préfixe qui se trouve ici, T3 de point nom, en fait, il n'a pas de valeur à proprement parler. J'aurais très bien pu mettre un autre nom de préfixe et mon nom aurait été attaché au même espace de nom. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une erreur parce que je n'ai pas déclaré ce nom de préfixe. Il faut que je le fasse ici, XML namespace 2.t3 égale, pour être complet. Donc encore une fois, ce nom de préfixe n'a pas d'importance, j'aurais très bien pu mettre T4 ou T2 ou n'importe quoi d'autre, ça aurait marché également. En revanche, le nom de l'espace de nom, lui est important, il faut qu'il soit constant d'un document XML à l'autre. Donc le fully qualified name, c'est en quelque sorte le nom complet de cet élément. Si on reprend l'analogie avec les fichiers, ce serait le nom complet du fichier, c'est-à-dire le nom du fichier, son extension, et puis tout le chemin de répertoire qui permet d'y accéder. Et on a fait une analogie également avec les classes en Java. C'est un peu comme la différence entre le nom d'une classe, par exemple main, et puis le nom d'une classe avec tout le chemin de package qu'il y a devant. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de fully qualified name. Donc voilà à quoi correspondent les différents paramètres de cette méthode startElement.